j'avais un peu associé aussi la question de la participation dans cette espèce de parcours général, ce panorama. Ça fait écho à ce que disait là Levinson. Le niveau méso de l'interaction. Donc, en fait, on se place à quel niveau quand on parle de participation, et on va pouvoir avoir, par exemple, un niveau de participation où c'est prise de entre guillemets, rôle. Par exemple, une situation de confidence se met en place dans une conversation. Quelqu'un se met à raconter des choses plus intimes, et il va y avoir la prise de rôle du récepteur, le confident, hein, qui va être un mode de participation pour un temps donné de l'interaction, avec donc tout le travail de négociation pour introduire cette activité, l'accepter, la négocier, la clore, etc. Et ça fait aussi écho à la notion d'alignement de Stivers, donc s'aligner sur l'activité proposée par l'interlocuteur ou la refuser. J'associe ça, enfin j'avais tout ça en tête à propos de la participation. Et puis j'avais aussi une autre branche, en fait, par rapport à la participation qui s'activait dans mon esprit, qui était plutôt les choses sur les processus de participation au sens de participation citoyenne, recherche participative. Et là-dessus, j'avais réfléchi et surtout j'avais vu ces problématiques ou même ces prises de position être mises en œuvre dans un projet dans lequel j'avais participé, qui était un projet sur les hammams, le rôle, les fonctions des hammams et la réhabilitation des hammams dans des villes du pourtour méditerranéen. Donc c'était un projet européen où il y avait des chercheurs je sais pas, il y avait au moins une dizaine de pays. Et l'idée, c'était de faire une étude donc dans 5 villes, Constantine, Le Caire, Fès, Damas et Ankara. Et l'étude était basée sur le fait de choisir un hammam d'un quartier et de le prendre comme cas d'étude. Et à partir de là, essayer d'étudier comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'il était fréquenté, qui est-ce qui venait dans ce hammam, qui est-ce qui ne voulait pas y venir, comment fonctionnait le système de l'eau. Donc c'était vraiment une étude totale, aussi bien sur le plan de la chimie, de l'hygiène, etc. Et l'idée, c'était d'essayer de proposer un guide pour la réhabilitation des hammams et la remise en route des hammams dans les sociétés actuelles du monde musulman. Et c'est un projet donc, qui était basé sur des processus participatifs. Donc on passait énormément de temps à discuter sur la participation, les processus participatifs. Et donc il fallait choisir, enfin il y avait un hammam qui était choisi, puis ensuite il fallait choisir une personne du quartier du hammam qui était intéressée par la discussion avec les chercheurs. Et puis ensuite cette personne devait un peu recruter d'autres personnes dans le quartier. Et une fois que ce groupe était forgé, après, il y avait les échanges avec les chercheurs de différentes disciplines. Et donc, c'était tout un processus qui intégrait véritablement, qui entendait intégrer véritablement les personnes pour qui le hammam était quelque chose qui était une partie de leur vie, de leur expérience, et donc par rapport auxquelles elles étaient expertes. Donc ça, voilà. Et donc c'est, je ne veux pas dire forte de toutes ces représentations, mais un peu appuyée sur ces différentes représentations de la participation, que j'ai abordé ce nouveau terrain que j'ai fait donc au Liban, 2019-2020, et qui s'intitulait, donc c'est un projet qu'on avait monté avec une collègue de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui était une psychiatre, très militante et très engagée dans l'aide aux réfugiés, qui était donc un projet sur les dimensions linguistiques et communicatives dans l'assistance aux réfugiés et personnes déplacées au Liban. Donc, je peux dire que
mon objectif initial, et pendant tout mon séjour au Liban, donc je passais 3 ans à l'Institut français du Proche-Orient, mon projet au départ, c'était de travailler sur la communication entre les réfugiés syriens et les Libanais qui sont dans les associations, donc les médecins, les assistants sociaux, toutes les personnes qui aident, qui prennent en charge, pour voir s'il y avait des problèmes un peu de... c'est pas miscommunication, mais un peu des difficultés communicatives liées à des différences dans la manière de parler. C'était mon idée d'arrière-plan, c'était ce que je voulais étudier. Bon, je n'ai pas du tout étudié ça, et ça ne semblait pas très évident de le faire, mais voilà, c'était l'idée de départ. Donc ce projet, il était en continuité du projet Rémilas, donc le projet qu'on a eu à Lyon-Icare, qui était sur les migrants, sur la santé mentale, et du projet qui a fait suite au projet Rémilas, qui s'appelait le projet TIASAM, qui était sur les tiers dans l'accès aux soins de santé et aux technologies numériques. Donc j'avais tout cet arrière-plan aussi de travail sur la santé mentale. Alors, déroulement du projet. Bon, je vais vous passer ça parce que là, c'était un peu compliqué d'arriver à trouver une association où je pouvais un peu m'ancrer et où je pouvais enregistrer, filmer, etc. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai fini par trouver. Et donc, j'ai collecté ce corpus que je vous présente ici. Alors, j'ai plusieurs strates dans ce schéma. Il y a le fait que c'est une période 2019-2020, 2018-2019-2020, très compliquée au Liban. Enfin, au Liban, c'est souvent compliqué, mais là, il y avait la crise économique. Il y a eu la crise économique qui a eu un impact très fort sur les associations parce que, en fait, ça a fait que, pour des raisons diverses, il a fallu que les bailleurs, les grands organismes, enfin c'est la crise économique et c'est aussi la situation et l'évolution générale, les bailleurs, les grands financeurs des petites associations qui elles-mêmes financent les petites associations du niveau de celle où j'étais, ont arrêté de financer ou ont réduit drastiquement leur financement. Donc, dans la durée de mon séjour dans cette association, j'ai suivi les travaux jusqu'au moment où il n'y avait plus de subsides. Donc, l'association a dû fermer. Donc, il s'est passé un certain nombre de choses pendant cette période. Donc, ce que j'ai collecté, simplement en observation et en prise de notes, ce sont les réunions hebdomadaires du bureau, donc où était décidée toute la politique, le développement du travail dans l'association, et où participaient les différents membres du bureau et des formatrices, des personnes qui intervenaient dans l'association. J'ai enregistré, puisque c'était pour ça que j'y étais allée, le psychosocial support, donc le soutien psychosocial. Donc ça, j'ai enregistré un grand nombre de séances, et c'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis j'ai enregistré après des formations artisanales, parce que c'est une association où il y avait des formations aux artisanats textiles. Donc en fait, les femmes s'inscrivaient pour faire une formation en artisanat textile, et du fait qu'elles étaient inscrites à cette activité, elles devaient obligatoirement suivre le soutien psychosocial. Elles venaient une fois par semaine pour leur formation textile, et ça s'accompagnait automatiquement d'1 heure et demie de soutien psychosocial avec une psychologue ou une étudiante en psychologie ou une travailleuse sociale. Et puis ensuite, j'ai enregistré différentes autres choses, voilà. Et à la fin, des entretiens. J'ai fait un certain nombre d'entretiens aussi avec les intervenantes. Ce qui me donne au total, un corpus d'environ 70 heures. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du soutien psychosocial. Alors, je fais encore un autre détour qui est les dimensions un peu sociopolitiques pour aborder le corpus
en fait, j'ai eu besoin de faire ça au départ parce que je trouvais que c'était excessivement compliqué comme situation. Donc, j'ai essayé de mettre en forme toutes ces choses qu'il faut, enfin, plus ou moins avoir en tête. Donc, la situation politique. Il y a quelques points juste que je veux commenter. C'est que dans les fonctionnements d'une association comme celle-ci, où les formatrices, les intervenantes, sont soit des personnes libanaises, soit des personnes elles-mêmes réfugiées syriennes, il y a toujours en arrière-plan, je veux dire, fortement ou légèrement, l'histoire de la relation entre le Liban et la Syrie et les difficultés, les représentations en fait qui sont là, et notamment le fait que les Syriens ont été occupants du Liban à la fin de la guerre civile. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent. C'est pour ça qu'au départ, je voulais travailler sur cette relation-là. Il y a un autre aspect qui est très important à prendre en compte aussi, à garder en tête, c'est que le Liban ne reconnaît pas le statut de réfugié. Donc il n'y a pas de réfugiés. On dit réfugiés, c'est un abus de langage. En fait, c'est des personnes déplacées qui ne peuvent pas avoir le statut de réfugié comme dans d'autres pays on peut avoir ce statut parce que il y a eu les réfugiés palestiniens qui ont un peu pris le pouvoir au Liban, qui sont considérés comme responsables de beaucoup de choses. Et donc le Liban n'accorde plus jamais de statut de réfugié. Donc les personnes sont extrêmement précaires. Elles ont droit à très peu de choses, et en tout cas, elles n'auront jamais droit au statut de réfugié. Voilà. La crise économique qui est arrivée là au milieu aussi, qui a posé des problèmes. Bon, donc il y a tout cet aspect. Deuxième branche, le monde de l'humanitaire. Tout ce système très compliqué que j'ignorais complètement. Et en fait, quand on se retrouve dans une association, on se dit, mais d'où vient l'argent? Mais quel est le statut de cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Et bon, ce n'est pas vraiment des questions purement interactionnistes, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes à comprendre pour arriver à comprendre les tenants et aboutissants des échanges. Donc, comprendre l'organisation de cette association en elle-même, le déroulement des structures des activités, les relations avec les autres associations. Et ce que j'ai découvert, enfin vous le savez peut-être, mais moi je l'ai complètement découvert à cette occasion, c'est que ces associations humanitaires fonctionnent un peu comme les laboratoires de recherche, enfin un peu comme nous, c'est-à-dire pour avoir des subsides, ils doivent répondre à des appels proposés par les grands organismes, et les grands organismes ont des lignes prioritaires. Donc, en fait, ce que propose l'association est lié à ce qui est demandé par les grands organismes. Donc là, ça va être plutôt sur le genre. Donc, par exemple, le soutien psychosocial, il va être orienté vers le genre, des questions de genre. Et puis, à telle autre époque, ça va être orienté vers autre chose. Donc, l'association ne fait pas tout à fait ce qu'elle veut. Troisième branche, la dimension donc psychosociale, évidemment, la migration, le refuge, le soutien, cette volonté de faire que les femmes reprennent de la puissance, l'empowerment, et puis tout l'aspect artisanal dont je ne vais pas parler là. Et donc on va partir vers cette branche-là de la dimension psychosociale. Donc voilà à peu près à quoi ressemblaient les séances de soutien psychosocial. C'était dans une grande salle qui était la salle aussi où il y avait les cours de couture, le tamponnage notamment. Et c'était en fait toujours organisé comme ça. Il y a tout au fond, là-bas, contre la porte du fond, c'est la psychologue ou l'animatrice, la facilitatrice. Il y a les femmes qui sont autour de la table, installées autour de la table. Et souvent, la personne qui est plus haute, là, c'est les formatrices aux artisanats qui viennent assister avec leur groupe à la séance et qui souvent ne s'assiedent pas autour de la table, mais elles s'assoient sur des chaises qui sont un peu extérieures. Voilà, en gros, la situation. Donc, j'en viens maintenant à la participation dans les séances de soutien psychosocial.
Donc là, c'est pareil, je vais faire deux temps. Un premier temps, c'est un peu les directives, les descriptions, qu'est-ce qui est préconisé, les préconisations. Et puis, un deuxième temps, ce sera les... Il y aura 3 temps, en fait. Le premier temps, c'est les préconisations. Le deuxième temps, c'est les problèmes que j'ai observés, les difficultés. Et puis, après... les problèmes un peu généraux et après les observations d'extraits, d'interaction. Donc, voilà, la définition des services de soutien psychosocial et santé mentale. Donc, c'est tout type de soutien qui cherche à protéger le bien-être ou promouvoir le bien-être ou prévenir et traiter les désordres mentaux, les troubles mentaux dans les situations de crise. Donc ce soutien psychosocial, c'est quelque chose qui a été introduit de façon systématique suite, si j'ai bien compris, au tremblement de terre d'Haïti, puis à la crise des réfugiés syriens, etc. Ça a été introduit, c'est introduit de façon systématique dans toute action en situation de crise. Donc c'est la première réponse qui vient. Et ce soutien, il est décrit, il est préconisé avec une forme de pyramide qui part ce qu'ils appellent les besoins de base. Et puis ça monte jusqu'aux personnes qui ont besoin donc, de services spécialisés, c'est-à-dire vraiment de voir un psychologue, d'avoir des séances individuelles. Donc cette pyramide, elle présente à la fois le plus grand nombre de personnes, c'est celle d'en bas, c'est l'exemple nourriture, abri, eau, soins de santé primaires. Ça concerne tous les réfugiés. Ensuite, on monte sur la pyramide. Renforcement du soutien communautaire et familial, activation des réseaux, dispositifs de soutien communautaire traditionnel, espace de soutien pour les enfants. Ça, ce que j'ai enregistré, ça se situe à ce niveau-là. Et puis ensuite, on monte, soins de santé mentale de base prodigués par des médecins, soutien affectif, etc. Et puis, tout en haut, on oriente les personnes vers vraiment du soin. Et en fait, dans les séances, ce n'est pas la thématique que je vais aborder, mais c'est quelque chose qui est très frappant, c'est le fait qu'on se situe là et qu'il y a des tiraillements avec ce niveau-là et des tiraillements avec ce niveau-là. Donc là, je vais illustrer le tiraillement avec ce niveau-là, mais le tiraillement avec ce niveau-là, c'est que souvent, dans ces séances où on va aborder des problèmes, gérer son stress, savoir prendre une décision, des choses comme ça, on sollicite la participation des personnes, et les personnes, elles vont souvent glisser vers des choses très personnelles que la personne qui anime la séance ne peut pas recevoir, c'est-à-dire que ça n'est pas son travail. Donc, elles sont toujours en train d'être tiraillées entre le fait de faire participer les personnes sur ces sujets très sensibles et souvent très douloureux, et puis quand les personnes s'y lancent peut-être un peu trop, alors il faut essayer de les ramener. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Il y a plusieurs formes de ces soutiens. Moi, j'ai assisté à des awareness sessions, life skills sessions and parenting skills sessions. Et objectivement, je n'ai pas vu d'énormes différences entre ces différents intitulés, disons. Même si dans les directives, c'est différent. Moi, dans ce que j'ai observé dans l'association, ça n'était pas nécessairement très différent. Mais celles que j'ai enregistrées, les extraits qu'on va voir, ils viennent de Parenting Skills Sessions. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre séminaire. Vous vous posez des questions de temps à autre ou non ? Plutôt vers la fin. Plutôt vers la fin, ok. Alors, le déroulement des séances.
Donc les personnes en fait, qui animent les séances, elles ont un fascicule qui présente vraiment les différentes séances. Donc c'est toute la session, elles ont un fascicule, c'est toute la session, et il y a les séances une par une. Elles ne sont pas obligées de faire toutes les séances, elles ne sont pas obligées de faire toutes les activités, mais elles ont des choses extrêmement détaillées, avec aussi des timings très détaillés. Voilà comment ouvrir, voilà là, faire une petite pause, faire ceci, faire cela. Donc c'est vraiment très très détaillé. Globalement, il s'agit de discuter des thématiques. Donc il y a beaucoup de discussions dans ce groupe qu'on a vu là tout à l'heure, liées à l'interaction entre les caregivers. Donc là, puisque c'était Parenting Skills Session, donc les femmes qui sont là autour de la table, ce sont les caregivers. Et donc, on essaie d'aborder des thématiques qui sont importantes pour la communication de ces caregivers avec leurs enfants. Et puis aussi, on discute beaucoup des sujets plus généraux, des savoir-faire, des manières de se comporter plus générales du type, voilà, ce que je disais tout à l'heure, gérer son stress, prendre une décision, etc. Et très globalement, ce que je comprends et par mes lectures et par mes observations de terrain, l'objectif ultime, en quelque sorte, serait que les personnes communiquent bien entre elles. C'est-à-dire qu'avec un peu une représentation de l'idée que la guerre, par exemple, là, en l'occurrence, ça casse les liens, que les personnes sont isolées, qu'elles sont réfugiées dans un autre pays, qu'elles connaissent personne, elles sont dans des contextes très très difficiles, et du coup, on essaye de travailler sur rétablir des liens, rétablir des capacités à communiquer de façon plus fluide. C'est ce que j'en ai compris. Et faire face aux difficultés de sa condition de personne réfugiée en termes justement de réseau, de communication, etc. Voilà, le mot qui revient souvent, hein, c'est positive coping, how to cope positively avec les problèmes qu'on rencontre, etc. Et les animatrices aussi disent ça, rendre les personnes capables de gérer leur stress, les aider à retrouver les moyens qu'elles utilisaient avant l'exil. Ce qui est quelque chose qu'on peut discuter, parce que avant l'exil, après l'exil, les personnes ne sont plus les mêmes, donc elles n'ont pas forcément les mêmes moyens à leur disposition, et si elles vont bien, elles n'utiliseront peut-être pas les mêmes moyens, puisqu'elles sont dans un autre contexte, mais bon, voilà. Et il y a donc aussi cette idée que la séance de soutien psychosocial, c'est un espace sûr, un lieu sûr, hein, où on va pouvoir dire, on va pouvoir se relaxer, on va pouvoir abandonner ses soucis du quotidien, etc. Et partager ses expériences. Donc, voilà un peu comment c'est décrit, comment les choses sont décrites. Maintenant, je viens à des observations, comment dire, où il y a les tensions, les difficultés pour la participation, justement, pour que les femmes s'engagent dans cette séance, dans cette activité. Donc, le premier point que je souligne, c'est présupposé et représentation d'arrière-plan. Donc, c'est le fait que c'était ce qui m'avait le plus frappé au départ, et je dois dire qu'au départ, j'étais assez, choquée par ces séances. Les personnes sont extrêmement attentives, c'est pas du tout un problème d'empathie des intervenants, etc. Mais c'était le fait même qu'elles existent, ces séances. Au début, j'avais vraiment une réaction un peu de réticence forte, disons, parce que je voyais les attributions identitaires faites par ces séances, c'est-à-dire traiter ces femmes comme des femmes à problème, puisque les séances étaient obligatoires. Ce n'est pas des personnes qui vont demander, hein. On leur donne ces séances. Et donc, par exemple, consacrer une séance aux droits des femmes,
au stress ou à l'hygiène, là on verra des exemples sur l'hygiène, caractérisent de fait les réceptrices, donc les femmes qui sont là, comme souffrant ou étant susceptibles de souffrir de problèmes liés à la place des femmes dans la famille, à l'hygiène, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent et qui peut susciter quelques réactions parfois. Voilà, donc là j'ai mis là une étude qui a été faite par ma collègue qui était avec moi dans ce projet, qui est la psychiatre, qui est très engagée, qui travaille depuis très longtemps avec des réfugiés. Et donc, elle dit, une étude menée en 2016 auprès des professionnels en santé mentale travaillant avec des réfugiés syriens au Liban a révélé que les professionnels perçoivent souvent les Syriens comme manquant d'éducation, d'hygiène et de connaissances sur la santé physique, notamment reproductive, et la santé mentale, et attribuent ce manque d'éducation à un trait culturel caractéristique des Syriens. Et j'ai observé à différents moments des réactions des personnes qui sont dans l'association par rapport à ces attributions. Par exemple, j'ai assisté à une discussion entre une des formatrices et la psychologue qui anime les séances, où la formatrice disait à la psychologue, tu poses toujours la question aux femmes qui viennent, est-ce que vous êtes allé à l'école? Et elle disait, c'est pas normal de poser cette question, parce que en Syrie, le niveau d'éducation, les gens allaient à l'école. Là, pendant la guerre, ça s'était arrêté, mais donc elle trouvait que c'était quelque chose qui attribuait justement une inculture, un manque d'éducation a priori aux femmes syriennes. Et de la même manière, le sujet du nombre d'enfants, donc la santé reproductive, c'est un sujet qui suscite des discussions extrêmement longues et houleuses. Voilà, et les représentations, voilà. Donc, ça, c'est très général. Deuxième point aussi sur ces tensions, ces difficultés qui ne favorisent pas nécessairement la participation ou qui... Alors, il y a quelques situations où des femmes qui écoutent la séance, qui sont dans la séance, vont se rebeller. C'est assez joli. Enfin, moi, je trouvais ça chouette parce que c'était vraiment un mode de participation. C'était montrer leur activité, etc. Elles se rebellent contre quelque chose qui est préconisé dans les directives qui sont apportées. Donc là, je vous donne un exemple. Alors non, avant de donner l'exemple, les facilitatrices aussi se rendent bien compte que c'est problématique. Donc là, c'est le cas d'une psychologue qui intervenait dans une association qui n'est pas celle où j'ai enregistré, mais que j'avais interviewée. Et elle disait, c'est difficile, Véronique. Cet hiver, j'étais en train de faire une session sur la dépression. Et j'ai dit, ok, quelles sont les causes? Enfin, non, c'était sur le stress. Quelles sont les causes qui vous rendent stressé, qui vous stressent? Et une des femmes m'a dit, tu sais, aujourd'hui, il pleuvait. Je suis sortie, j'ai marché et j'ai trouvé ma fille qui flottait. Et là, je me suis dit, ils n'ont pas les besoins primaires, donc la base de la pyramide. Hein, sa petite fille, elle n'est pas à l'abri. Et ça te rend un peu frustré. On travaille avec cette pyramide des interventions. D'abord, il y a les besoins de base. Ensuite, on travaille avec la communauté. Ensuite, il y a les personnes qui sont des cas qu'on va essayer de soutenir avec le psychologue et le psychiatre. Mais les besoins vitaux ne sont pas remplis. Alors, comment peux-tu travailler avec la santé mentale comme ça s'il n'y a pas de protection, d'abri? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de nourriture. Et we are not going to think about our fucking depression, right? It's like I need to have a shelter, I need to eat, I need to feel that my children are safe, etc. Donc ça, c'est la psychologue elle-même qui a bien conscience que parfois il y a un gap, en fait, un décalage avec ce qui est préconisé.
Et je vous montre un extrait de la séance consacrée à l'hygiène. Donc l'hygiène, c'est un thème sensible de façon globale, hein, c'est un thème sensible parce que voilà, c'est les habitudes, il y a les aspects culturels, il y a les stéréotypes, etc. Il y a un lien fort avec la religion. Et bien sûr, il y a un lien avec les ressources matérielles disponibles. Donc, la séance, il y a un tour de table. Donc, l'animatrice, elle dit on va parler de l'hygiène. Donc, on va commencer par dire qu'est-ce que c'est pour vous l'hygiène. Et donc, il y a un tour de table. Et chaque femme dit voilà, moi c'est ci, moi c'est là. Sur voilà, comment je conçois, etc. Et puis, à un moment donné, elle dit en fait, il y a un principe qui est très important, c'est que dans la maison, dans la famille, il faut avoir une serviette par personne. Il ne faut pas qu'on partage les serviettes. Chacun doit avoir sa serviette de toilette. Donc là, plusieurs femmes disent que ce n'est pas possible, ça revient trop cher. Mara, une femme qui est généralement très réservée, qui ne parle pratiquement jamais dans les séances, elle prend la parole très calmement et tout le monde se met à l'écouter. Et donc là, je ne vous fais pas écouter, mais je vous montre. Elle explique qu'en raison du froid qui règne depuis plusieurs jours, elle ne peut pas donner de bain à ses enfants et elle doit juste leur faire une petite toilette, parce que sinon, ils tombent malades. Elle se met à enchaîner des petits récits pour décrire ses conditions de vie. Et ça devient des arguments pour aller contre la préconisation d'avoir une serviette par personne dans la maison. Elle s'adresse principalement à la psychologue. Donc elle est là, celle qui parle, la psychologue est là. Et donc tout le monde regarde, enfin c'est un petit événement. Et du coup, elle dit, je n'ai pas premièrement... Tu étais ma voisine, elle se tourne donc vers la femme à côté d'elle, tu étais ma voisine, tu sais, oui, je n'ai pas de poêle, je n'en ai pas à la maison, et ma maison est froide. Les vitres du balcon sont cassées, mes enfants ont des symptômes. Hein, si je veux les laver, ils tombent malades. Donc, elle se met à argumenter, elle prend à témoin sa voisine. Moi, j'avais une machine à laver, une machine automatique. Bien sûr, dit la psychologue, à la maison en Syrie. Maintenant, je suis blessée de guerre et je suis en train de faire la lessive à la main. Et puis, pareil, hein, les autres femmes du groupe opinent et soutiennent. Et elle finit en disant, mes enfants ont des symptômes, hein, si je veux les laver, ils tombent malades. J'ai attendu que tu finisses pour te dire, les conditions matérielles aussi jouent un rôle. Donc, c'est assez joli parce qu'elle donne l'argument de la base de la pyramide, mais en même temps, ce que je trouve assez beau dans cet extrait, c'est qu'elle elle donne des éléments de sa vie, elle décrit des éléments de sa vie, et puis au niveau de la participation, elle montre, elle s'engage, hein, il y a un engagement dans l'activité, et elle montre aussi sa capacité à respecter l'activité en cours. Donc il y a une forme d'alignement, il y a une forme de désalignement parce qu'elle s'oppose, il y a une forme d'alignement parce qu'elle dit j'ai attendu que tu finisses, je t'ai laissé développer tout ton truc et voilà, et maintenant je te dis mon point. Donc on a quelques cas comme ça, mais c'est rarissime que les femmes comme ça se rebellent. Hein. Le plus souvent, elles sont dans une participation à minima, c'est-à-dire qu'elles attendent que ça passe. Donc elles sont là, assises, elles écoutent, elles participent un peu, minimalement, sauf à certains moments. Et donc ça, c'est vraiment la grande majorité des groupes et des personnes dans les groupes. Ça peut se mettre en lien avec le fait que la séance est obligatoire. Ça peut être mis en lien avec le fait que le remboursement du transport pour venir à l'association a lieu à la fin de la séance de soutien psychosocial. Ça peut être mis en lien avec le fait que les enfants des femmes sont pris en charge pendant la durée de la séance. Ils ont des activités un peu scolaires. Ok, bon, ça, je passe.
Et cette problématique de la passivité est prise en charge dans les directives par ce qu'ils appellent les energizers. Donc, c'est les moments où on va essayer de réactiver les femmes. Quand les gens semblent endormis ou fatigués, on peut utiliser un energizer pour les réactiver. Et donc, il y a plein d'exercices qui sont proposés. Et là, je vous montre un cas. Donc, c'est au cours d'un brainstorming, je ne me souviens plus quel est le thème en cours. Elles sont en train de donner des idées successivement. Et puis, la facilitatrice dit « Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ?» Et là, ça s'arrête. Donc, on va regarder le début jusqu'au moment où elle va dire « Allez, on va faire ça. » Et puis, on va regarder la fin. Donc, le début. لا ما في رمضان لا مو نعسانين بس عم بفكروا لا ما كنا نعسان لا نعسانين رح نعملها انت شيء يلا حالك يلا اول ما يلا يا زلمه اولاد Donc, il y a ce grand silence, et puis il y en a une qui glisse à sa voisine, mais on l'entend, quoi. Elle dit, voilà, on est fatigué. Et ça lance le recours à un energizer, donc il va être là. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on a ce très grand silence. J'ai dû mettre un. Voilà, très grand silence. Et la participante qui dit voilà, on est fatigué. Dans un cadre participatif restreint et qu'elle décale par rapport au grand cadre participatif. Et puis, ça déclenche. Voilà, toute cette activité, c'est taper dans les mains, on se lève, le bruit des chaises, etc. Et puis, à la fin, donc, vous avez retrouvé votre énergie, et voilà. Et après, on reprend l'activité ou on introduit une autre activité. Donc ça, c'est très régulier. Il y a un energizer au début de la séance, et puis dès que ça commence à descendre, il y a un energizer. Mais ce que j'ai observé dans les données, et ce qui m'a vraiment intéressée en tant qu'interactionniste, c'est une autre activité, cette fois improvisée, qui dynamise, c'est la recherche de mots. C'est-à-dire que cette petite forme d'échange qui est si courante dans les classes, où on va dire non et encore, et encore, et encore, ça devient quelque chose qui est très utilisé par la formatrice qu'on va voir là, et qui semble fonctionner vraiment bien. Pour amener les personnes à s'engager. Donc là, c'était, je vois que j'ai pas beaucoup de temps, je vais passer learner. Juste le fait que cette question de la recherche de mots ou de faire participer les élèves dans les classes, puisqu'il y a eu beaucoup d'études sur les classes où on interroge, le prof relance et relance, un élève dit quelque chose, le prof reprend et relance, etc. C'est hyper courant, mais ça a été quand même pas mal critiqué comme format dans lequel le prof est au milieu et tout repasse toujours par le prof. Donc, considération que ça peut bloquer l'expression des élèves et que ça cantonne les élèves dans le tour réactif en empêchant justement l'initiative, etc. Bon, les études multimodales ont montré que ce n'était pas forcément le cas. Mais enfin, voilà, bon, il y a cet arrière-plan sur le plan des études. Et
dans les données, la facilitatrice, là, fréquemment pose une question, les femmes font une réponse, proposition, un mot candidat, une expression, etc. Et la facilitatrice relance et relance et relance et reformule et propose des constructions inachevées, toutes sortes de formats pour continuer à faire participer les femmes. Et en fait, ce qu'on observe à force, c'est que d'une part, les femmes aiment bien, elles participent, elles rient, c'est quelque chose qui les engage, qui leur plaît. Et du coup, ça devient parfois vraiment comme un jeu où la question-réponse devient vraiment une recherche de mots où on est tout en train de chercher quelque chose qu'on finit parfois par trouver. Donc je vous montre l'extrait. Elles sont en train de parler de la communication et qu'est-ce qui rentre dans le processus de communication. Donc elles ont dit la parole, le corps, les mots, etc. Et là... شيء منه كثير ظاهر بس اوقات بيعبر بالكلام او بالجسم كمان بعبر بالوش لما بكون زعلانه هدول زعلانه او غضبانه شو بحاجه الى شو؟ قولي تعبير عن شو؟ عن حل الغضب والحزن شو؟ شو بسموه؟ اوكي الواحد اذا مبسوط زعلان اوكي شو ببين على وجهه؟ كان زعلان عابس زعلان وعابس شو يعني؟ شو يعني شو اسمه هون؟ غضب احساس مشاعر بدي اتعلم Donc voilà l'extrait. Donc elle pose sa question au départ, et puis une fille répond, enfin une des femmes répond, et puis c'est un peu ça, mais pas vraiment ça. Et donc on rentre dans cette recherche du mot qui, le mot en lui-même a priori, à mes yeux, n'a pas vraiment d'importance. En fait, d'avoir trouvé le mot émotion, le terme englobant n'est pas vraiment fondamental, mais c'est plus le fait d'être tous engagés dans cette recherche que je trouve qui fonctionne bien, je dirais. Donc, voilà, on voit dès le début que bon, il y en a une qui fait un échange inséré. Donc, la formatrice, le moi qui a besoin d'envoyer un message, il va utiliser son corps, il va utiliser la parole. Qu'est-ce qu'il est encore possible qu'il utilise? Et puis, donc, voilà, c'est parti. Donc, Ibtissem, celle qui est là, donc, fait sa réponse. Il l'exprime par le visage quand tu es triste. Et là, réponse d'Ibtissem, ça enclenche immédiatement la focalisation des deux formatrices, la psychologue et l'aide, vers Ibtissem. Donc ici, on a toutes ces relances, toujours orientées vers la même personne qui avait donné la première réponse. On essaie de lui faire dire le mot qui est recherché. Répétition, reformulation de la question, focalisée sur Ibtissem. Et puis ensuite, ça s'élargit, les autres femmes interviennent. On a toujours les répétitions de la question. Les différentes participantes interviennent. Et ça continue. Et on voit au niveau, disons, linguistique, au niveau interactionnel, différents formats qui sont les réponses les unes par rapport aux autres. Elles sont dans des liens variés. Par exemple, la facilitatrice là-haut, d'accord, si quelqu'un est content, triste, en 32, il y a une complétion d'énoncé, par exemple. Ça apparaît sur son visage. Il y en a qui vont faire des synonymes, qui vont donner des synonymes. Il y en a qui vont répéter simplement ce que l'autre a dit. En tout cas, les personnes s'engagent petit à petit. Et enfin, quand le mot recherché est produit, feeling,
on a toute cette démonstration d'enthousiasme de la part des formatrices. Il y en a une qui pousse un cri, qui lève les bras au ciel, qui se lève, etc. Et ce qui est assez frappant pour moi, c'est le fait que la dame qui est entourée en vert là-haut, qui est une dame qui s'ennuie horriblement dans ses séances, elle est toujours comme ça, des fois elle somnole. Là, en fait, je pourrais dire, ça la réveille. Elle rit, elle est contente en fait de cette petite trouvaille à la fin. Donc, malgré le décalage entre leurs problèmes quotidiens et le contenu des séances, malgré le format plutôt scolaire des séances, malgré le caractère obligatoire des séances, malgré les présupposés sur lesquels reposent ces séances, malgré tout ça, les femmes participent, elles se laissent prendre au jeu et elles démontrent leur véritable capacité à communiquer et à se mettre en lien. Et donc la participation est un problème pour les participantes. Il est traité dans les guidelines. Et donc la recherche de mots fonctionne comme quelque chose qui attire la participation. C'est vrai que c'est un peu stylisé. Enfin, il y a tout ce travail de stylisation, d'intensification, mais ça devient une véritable activité ludique. Et quand j'ai trouvé ces extraits, ça m'a fait penser à Goodwin quand il travaille sur justement la recherche de mots. Donc cet extrait-là sur la robe de mariée, où il y a les deux participantes qui, à deux, vont faire la description de la robe. Donc la robe, elle était blanche, elle était ajourée, elle était brodée. Hein, et donc les deux participantes vont construire cette description. Donc il dit, au-delà des questions de savoir, etc., ce qu'il montre, c'est les processus de coopération. Et il met en lien, alors vous me direz peut-être c'est extrêmement, c'est exagéré, peut-être que j'exagère, mais voilà, moi je fais un lien avec ce que dit Goodwin en se référant à Sachs de les moyens très élaborés par lesquels nous exprimons ou nous montrons que notre esprit est avec toi, donc que nos esprits se rejoignent en fait. Et il donne l'exemple, donc Goodwin commente Sachs, qui lui donne l'exemple de ce que j'appelle les commentaires de site ou les noticings, c'est-à-dire quand on arrive chez quelqu'un en visite et qu'on fait en commentaire « Ah mais ça a changé, ça a tout changé, t'as coupé tes cheveux ». Bon, ce genre de commentaire, et il dit « Je trouve des choses qui ont changé dans notre temps. Dans notre temps, le temps de nos rencontres, notre temps à nous, toi et moi. C'est un temps qui n'est marqué que par nos rencontres. Donc c'est notre temps. » Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ça, quoi. J'ai pensé à ce fait que, voilà, il dit « La contribution de Suzy ici n'est pas pertinente seulement pour l'organisation grammaticale du tour, mais aussi parce qu'elle saisit précisément ce que Martha pense et essaye de dire. C'est-à-dire qu'elle rend une sorte de convergence entre les deux personnes, de forte convergence entre les deux personnes. Et j'ai eu le sentiment, quand j'ai vu ces petites séquences de recherche de mots, dans cet océan, je pourrais dire, d'ennui et de choses qui ne sont pas forcément faciles, qu'il y avait des petites lueurs où, en fait, les personnes s'engageaient coopérativement, collaborativement, dans un petit projet commun, voilà, ce temps-là, de rire un peu, par exemple. Ça leur permet d'organiser leur propre contribution en fonction de celle des autres, de sortir de sa propre temporalité, par exemple d'ennui, en somnolant, pour rentrer dans la temporalité partagée. Format très simple, voilà, qui encourage ces moments de partage, de bien-être. Voilà ce que je voulais vous présenter, et voilà les références.
Donc, je me réjouis d'entendre vos discussions, enfin vos points. Alors, on a 25 minutes pour échanger avec toi. Merci beaucoup pour le respect particulier du temps. J'ai oublié de t'indiquer. Non, mais ça... C'était complètement autorégulé. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci de nous avoir fait voyager un petit peu. C'était très plaisant, c'est très intéressant. Je voulais vous interroger sur deux choses. La première, c'était sur le concept d'épistémix que vous avez utilisé dans une des diapos, puis vous n'êtes pas attardé dessus, puis je ne connaissais pas. Donc si jamais vous voulez nous en dire deux mots, je serais intéressé de savoir ce que ça veut dire, ce que ça désigne. Et puis une question, alors pour le coup plus sur votre travail empirique, je me demandais si dans cette participation malgré tout, vous aviez identifié quelque chose qui serait de l'ordre d'effets vicariants, c'est-à-dire d'effets qui se produiraient pour les femmes, qui ne sont pas du tout la visée du dispositif a priori, mais qui émergent finalement de la dynamique interactionnelle et qui n'étaient pas forcément prévisibles au départ. Vicariant, juste pour comprendre, vous voulez dire qu'il serait... Là, ça serait un effet positif. Vous voulez dire que l'activité... J'ai l'impression que ça résonne. Ah oui, c'est celui-là. Positif ou négatif, bon, je pense plutôt positif, mais... Positif, là, en l'occurrence. Ouais. Ni les intervenantes, ni les participantes n'auraient eu volontairement le dessein de faire advenir ces choses-là, mais la dynamique interactionnelle telle que vous l'avez décrite a probablement des effets, elle a des effets, ça c'est sûr, et donc peut-être des effets qui sont intéressants et qui ne pouvaient pas être pensés en dehors de votre intervention de recherche. Merci. Alors, la première question, épistémix, en fait, c'est tout un courant en analyse conversationnelle qui s'est basé sur les travaux de Heritage, qui, en fait, un peu abandonnant le pur travail sur la séquentialité, comment on organise les choses, s'est intéressé au savoir. Les savoirs et comment je me positionne en tant que sachant ou non sachant par rapport à l'autre et comment les savoirs sont négociés. Donc il a appelé ces choses-là les épistémix. Donc maintenant ça a suscité vraiment l'engouement et c'est vrai que ça... Bon, moi je n'utilise pas trop ce modèle, mais je trouve en tout cas que ça permet d'aborder des choses qui n'étaient pas abordées et qui sont vraiment très très importantes. Mais voilà, c'est ça en gros. C'est comment on va négocier... On va montrer qu'on sait plus que l'autre, comment on va montrer que l'autre sait plus que nous, etc. Épistémix. Et oui, votre question sur l'impact vicariant, c'est... En fait, comme je vous ai dit, moi, ces séances, au début, vraiment, je trouvais ça un peu insupportable. Enfin, j'avais vraiment du mal. Et plus je les étudie, parce que j'ai étudié plusieurs, là c'est la recherche de mots, mais j'ai étudié d'autres choses, et où j'arrive finalement à me dire, finalement, ça joue son rôle, c'est-à-dire que l'objectif des séances, quelque part, il est atteint, parce que là, les personnes, pendant, je ne sais pas, ça dure 1 minute, elles vont s'amuser. Et du coup, je vous rejoins sur le fait que, effectivement, enfin sans le vouloir, pas par les moyens qui sont préconisés, mais par quelque chose qui se met en place, aussi grâce, je pense, aux qualités des facilitatrices, parce qu'il y a des facilitatrices avec qui ça ne se produit pas. Mais cette facilitatrice, elle est particulièrement dynamique, elle est particulièrement à l'écoute, etc. Et ça va il va y avoir ces petits moments qui vont favoriser le bien-être. Et c'est le but. Mais effectivement, c'est pas ce qui était prévu, quoi. Ouais, je comprends, merci. Oui. Une curiosité, la psychologue qui est en groupe fait aussi des séances individuelles après ou Non. c'est juste OK. Et donc ils n'ont pas accès à un soutien
En fait, les choses, ça c'était vraiment quelque chose qui pour moi était, j'avais du mal à comprendre comment ça passait, comment ça se passait, parce que justement, j'arrêtais pas d'interroger les facilitatrices et les psychologues sur, mais comment vous faites quand il y a une personne, par exemple, sur les violences domestiques. Alors là, quand la séance sur les violences domestiques, chacune se met à raconter, bon, c'est vraiment horrible, quoi. C'est vraiment hyper dur et tout. Alors je dis, vous ne pouvez pas laisser les femmes comme ça, quoi, raconter ces trucs et après ça s'arrête. Et en fait, elles orientent. Si une personne, elle repère qu'il y a une personne qui est vraiment en souffrance, elle les oriente vers d'autres associations où il y a des psychologues qui font de la prise en charge individuelle. Mais celles-là, ces femmes-là, enfin, je veux dire, ces psychologues-là ne le font pas. Par exemple, la personne qu'on voit dans la recherche de mots, elle n'a pas le droit parce qu'elle me dit je ne peux pas le faire de toute façon parce que je n'ai pas mon diplôme de psychologue, je ne peux pas prendre en charge les personnes. Mais des fois, elles font, à la fin de la séance, elles vont parler, elles les prennent, elles discutent un petit peu. Et puis, le facteur de sécurité, c'est un facteur très important, surtout dans des conditions comme ça. On le voit aussi dans une société où il n'y a pas de guerre, mais là encore plus. Et je me suis demandé si les activités qui sont proposées, par exemple, entre ces activités, il y a aussi, par exemple, l'imagination d'un lieu sûr, des techniques. Elles le font, ouais. Voilà, ok. Oui, elles font ça, toutes ces choses-là, un peu des méditations, toutes des choses sur la respiration, etc. Et ça aide, vous l'évaluez aussi, l'impact de ces interventions sur, voilà, Je ne sais pas. Vous ne faites pas d'évaluation sur l'intervention? Non, non, non. Ce que j'ai observé, c'est que, alors oui, il y a, je ne sais pas si c'était le lieu sûr, mais il y avait une autre chose de ce type qui a été faite tout au début de la session. Assez longuement, les femmes au début, elles sont assez réticentes pour toutes ces choses où il faut respirer, où il faut... Elles trouvent ça vraiment hyper bizarre. Et puis après, elles se prennent au jeu, quoi. Elles rentrent dedans. Et la psychologue, à la séance suivante, dit est-ce que vous l'avez refait à la maison, etc. Donc elle essaie de savoir si elles en ont tiré un petit peu parti. Mais c'est tout ce que je peux vous dire sur l'effet que ça pourrait produire, quoi. Moi, j'aimerais savoir, dans les interactions que vous avez mentionnées, il y avait les silences. Et j'aimerais savoir comment vous les avez traités dans l'analyse, ces silences-là. Ce n'est pas forcément des refus de participation, ça peut être aussi une bonne participation. Vous voyez ce que je veux dire? Un mode de participation? Oui, voilà. Oui, ça peut être. Être silencieux, ça peut être aussi une autre forme d'engagement dans le groupe, une autre forme de participation. Mais je ne sais pas comment vous les avez traités, ces silences-là, parce qu'il y en avait un de 11 minutes, mais je suppose qu'il y en a eu d'autres. Et ça peut être un mode d'expression aussi. Oui, tout à fait. Je n'ai pas travaillé dessus, mais oui. Oui, tout à fait. Ça peut être un mode d'expression. C'est vrai qu'on voit bien dans les groupes qu'il y a quelques femmes qui sont attentives. Donc, elles ont un mode de participation qui n'est pas de parler, mais qui est bon d'écouter, de voir ce qui se passe, etc. Mais aussi qui peut être un mode de résistance. Dans ce cas-là, les 11 minutes, c'est une forme de résistance. Ah ben là, oui. Là, oui. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a peut-être plusieurs types de silence. Ah ben certainement, certainement. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Là, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je veux dire, si on voulait faire un travail vraiment systématique sur voilà, des cadres comme cela et comment ça marche, il faudrait probablement regarder ça de plus près. J'ai une mastérante qui a travaillé un peu là-dessus sur l'engagement des femmes dans les séances, mais elle n'a pas non plus vraiment focalisé sur les silences et comparé les différents silences, etc. C'est sûr que ça serait vraiment une entrée très intéressante. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, je trouve ça intéressant la question de Sylvie, mais il me semble qu'on a aussi un peu des éléments de réponse dans le corpus lui-même. Hein, parce que quand
il y a un silence qui est suivi de « on est fatigué », ça attribue quand même une signification au silence dans le sens où on catégorise le moment de silence comme une inaction ou comme un degré peut-être d'engagement qui est moindre par rapport à ce qui est attendu. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que les participants eux-mêmes produisent des significations à ces silences et qu'il y a des indices de ça dans les données sur ce cas. Je trouve intéressant. La séquence, en tout cas, silence, on est fatigué, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante et elle est aussi intéressante parce qu'elle ne dit pas on est fatigué. Elle dit on est fatigué, mais assez fort pour que les autres entendent et que donc ça enclenche quelque chose, etc. Et c'est aussi montrer qu'elle connaît bien les règles interactionnelles qui font qu'après une question, normalement, il y a une réponse. Donc, ouais. Pour le dire, elle est en confiance. Pardon ? Pour le dire, elle est en confiance. Donc, le lieu sûr, il a été atteint, en tout cas, sans le dire. Et parfois, le silence aussi, il permet la réflexion, il permet l'apprentissage, il permet la concentration. Donc, c'est assez intéressant. Mais moi, j'ai été plutôt interpellée ou touchée par la personne qui semble dormir. Oui. Parce que dans ma pratique, j'ai souvent vu que donc moi je travaille dans un centre pour femmes réfugiées ici à Genève où on fait exactement ce type d'activité et souvent elles nous interpellent, ces femmes qui se mettent un peu en retrait puis qui ont l'impression on dit mais bon, si elle arrive à se mettre dans une position un peu agréable pour peut-être se reposer, peut-être c'est le seul espace où elle est en capacité de pouvoir le faire, où elle peut se relâcher et où elle peut, entre guillemets, prendre une respiration pour elle-même. Ouais. Et ce pour elle-même, il me semble c'est très intéressant parce que moi, ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de communautés comme ça, où les enfants sont nombreux, où les femmes ont beaucoup de responsabilités, souvent que dans des déplacements comme ça, les hommes ne sont pas toujours avec elles, donc tout retombe sur elles, elles ont peu d'espace de respiration, et donc participer et encore être toujours sollicité et toujours devoir donner, c'est pas toujours facile. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des activités autour de l'artisanat, de la couture, de la créativité, et peut-être que rendre ces séances obligatoires permet de développer les ressources pour mettre des mots sur ce qu'elles vivent et ce qu'elles... parce que quand on agit, quand on est dans la créativité, on n'est pas dans la communication nécessairement autour de ce qu'on vit. On est dans le faire, dans le développement d'autres compétences ou peut-être d'objets qu'on va pouvoir vendre et d'un revenu qu'on va pouvoir générer ou pas. Hein, je sais pas quelle est la pratique là. Mais c'est vrai que quand on est coincé autour d'une salle, dans une salle qui a l'air autour de table, dans une salle qui contient bien, hein, qui est assez petite, c'est peut-être pas si facile de pouvoir participer parce qu'on se cache derrière la table et puis on est là. J'aurais trouvé plus intéressant un cercle de chaises qui permet aux femmes de se lever, d'agir. D'ailleurs, on voit qu'il y en a une ou l'autre qui bouge et qui ont besoin de bouger. Ça facilite la participation. D'enlever les tables si elles ne doivent pas écrire. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que les silencieuses peut-être se reposent. Effectivement, je pense que souvent elles sont épuisées, elles vivent dans des conditions tellement difficiles qu'elles sont vraiment très très fatiguées. Et oui, je trouve au niveau de la façon de poser les choses, ça rejoint un peu la question, moi, qui m'avait vraiment questionnée au départ sur individuel, collectif. Donc, je l'avais bien posé par rapport à raconter un truc très personnel qui ne pourra pas être pris en charge, parce qu'on va essayer de le regénéraliser pour que ça concerne tout le groupe. Mais là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière de tirer un profit vraiment individuel dans cette chose qui est censée être une activité collective. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Le groupe comme protection, qui porte aussi, qui permet justement que la personne... Oui, c'est très intéressant, je trouve. Il y avait une question là. Non, non. Du coup, je me demandais si, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de thématiques qui sont préconisées dans ces séances de travail,
Et est-ce qu'il y a, mais on sait très bien que dans le groupe, il y a aussi d'autres thématiques qui apparaissent. Est-ce que vous avez pu observer dans le corpus d'autres besoins en fait qui sont apparus, que le groupe a fait émerger, ou alors du coup c'était vraiment dans une position, je réponds à l'attente du formateur dans ce questionnement-là. Par exemple sur la question de l'hygiène, est-ce que vous nous avez montré un extrait où Mara a vraiment répondu différemment à l'attente de la formatrice en apportant un élément de réponse? Est-ce que c'est apparu dans d'autres thématiques? Ça paraît pas énormément. Ça paraît pas énormément. Ce qui apparaît, c'est là, elle le dit très délicatement en disant j'ai attendu que tu finisses pour te dire les conditions matérielles aussi jouent un rôle. Donc c'est de dire ce que tu es en train de me dire qu'il faut une serviette par personne, c'est à côté de la plaque, quoi, par rapport à ma situation. Mais elle le fait très délicatement. J'ai quelques autres, c'est très rare, hein, mais j'ai un autre cas sur la question des violences, où ça part un peu dans tous les sens. Et là, je pense qu'un peu la facilitatrice est un peu débordée, j'en sais rien si elle est débordée, mais en tout cas, c'est dur parce que les femmes, elles racontent, elles pleurent, etc. Et puis du coup, après, ça fait que, comme l'objectif, c'est de dire, il ne faut pas se laisser, en gros, je caricature, j'espère, il ne faut pas se laisser faire, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit, c'est un peu ça ce qui est transmis en fait, vous avez le droit de ne pas accepter, vous avez le droit. Certaines des femmes reprennent ce type de propos, du coup elles disent mais pourquoi tu te laisses faire, donc ça fait après des débats qui sont compliqués. Donc là j'ai ce cas, et puis j'ai un autre cas qui m'est repassé par la tête mais que j'ai maintenant oublié, et c'est pour dire que c'est rare. Et il y a quelques séances où la psychologue, pas celle qu'on a vue avec la recherche de mots, mais celle de l'hygiène, dit aux femmes, est-ce qu'il y a des thématiques que vous voudriez aborder, mais... Non, parce que des fois, le groupe fait apparaître... Oui, ben oui. Et c'est justement ce matériel-là que les formateurs peuvent ensuite... réutiliser pour leur pratique et voir apparaître d'autres phénomènes qui n'avaient pas... c'est tout l'intérêt, en fait, de voir a posteriori ces interactions-là. Mais vous avez répondu en partie à ma question. Oui, non, j'ai pas vu... non, ouais. Cécilia? Oui, moi j'avais une question. Merci Oui. beaucoup pour tout ça, c'est extrêmement intéressant. Puis ça pose beaucoup de questions qu'on se pose, en tout cas que je me pose aussi concernant la participation et que la discussion générale a aussi nourri. Sur un autre plan, vous avez à un moment donné parlé de recherche participative. Oui. Comme étant quelque chose qui a nourri aussi vos réflexions. Je voulais savoir de quelle manière elle a pu être prise en compte dans votre recherche, comment vous l'avez traitée, selon les possibilités aussi du terrain et puis de ce qui s'est passé. Et puis est-ce que vous avez eu l'occasion, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, notamment dans ce type de contexte, de faire un retour aussi sur votre travail et sur quel point, au vu des éléments aussi que vous avez soulevés par rapport aux tensions qu'il peut y avoir concernant les migrants ou les perceptions entre femmes libanaises et femmes syriennes? La recherche participative, j'ai mentionné ce domaine. En fait, on l'a mis un petit peu en œuvre dans l'autre projet, les tiers intervenants, avec des personnes troublées, donc qui venaient participer, qui ont participé au projet, qui ont écrit les articles avec nous, etc. Mais là, pas du tout. Le seul retour que j'ai fait, c'est de rediscuter avec les psychologues en leur montrant des extraits. On a tout à deux, donc on était toutes les deux, en leur montrant ce que je voyais. Oui, j'essaie de montrer des petits phénomènes, etc. Et j'ai eu quelques échanges comme ça, mais très peu, parce que c'est compliqué, en fait, à mettre en place. Les gens n'ont pas le temps. Donc c'est très limité, en fait, très limité. J'ai les entretiens, où moi, ce que j'ai vu, c'est quand même que les facilitatrices, les jeunes psychologues, etc., c'est aussi souvent des personnes
qui débutent, qui n'ont pas encore le diplôme, qui se trouvent elles-mêmes dans des situations relativement précaires. Donc je trouve que c'est très compliqué, quoi. Mais sans plus. Oui. J'ai aussi un peu d'expérience en tant que psychologue pour les femmes en anglais. Et moi, j'avais remarqué que si on offre aussi quelque chose à boire, à manger, ça commence à relaxer un peu Ouais. plus. Vous avez fait la même observation? Elles le font systématiquement. En fait, il y a la séance de psychosocial commence, et là, il y a ce qu'ils appellent sobhiye, c'est une tradition au Moyen-Orient, qui est donc cette espèce de petit repas du matin, où on boit le café avec ses voisins. C'est un truc qui est vraiment très, très ritualisé au Liban. Et du coup, à un certain moment de la séance, il y a le café qui est apporté, avec un petit truc à manger. Donc il y a ce partage. Oui, c'est une chose qui est vraiment présente. Autour de la table. Ça vous a choqué, cette table, je vois. Mais ces tables, en fait, elles ne peuvent pas être enlevées parce que c'est la couture, ouais, c'est les grandes tables de couture. Donc, oui. Pour revenir sur les tensions, les formatrices, c'est vraiment scripté ce qu'elles doivent faire. Elles ne sortent pas de leur script d'une certaine manière. Parce que par exemple, Pas beaucoup. la fatigue, c'est un thème qui est amené par les participants, mais elles ne saisissent Non. pas du tout Non. pour continuer l'engagement. Elles restent vraiment dans le script tout le temps. Elle reste dans le script. Moi, c'est pour ça que je disais, c'est des personnes qui font ça un peu en attendant, quoi. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était pas des personnes qui étaient... Bon, là, celle qu'on voit, elle est très engagée dans ce qu'elle fait quand elle est dans la séance. Mais en même temps, si elle trouve, je sais pas, la semaine d'après, un truc mieux que celui-là, elle va partir, quoi. Elles ne partent pas des sujets qui sont un Pas vraiment. Ça, j'ai pas trop vu. Elles ne saisissent pas au Non. niveau, parce que la fatigue aurait été un sujet. Oui. Non, j'ai pas de moment où c'est un sujet qui surgit d'une chose qui est dite. Alors maintenant, bon, j'ai pas non plus vu tout le corpus, en reprenant, bien sûr, on pourrait trouver, mais non, c'est pas leur manière de faire, c'est vraiment de suivre les activités qui sont proposées, quoi. J'avais peut-être... Ah, allez-y. Non, je me posais la question, peut-être que ça vient des attentes par rapport à l'humanitaire qui les finance, ouais. Est-ce que du coup c'est assez contrôlé ou est-ce que c'est un autocontrôle qu'elles se mettent elles-mêmes ou Je pense que c'est un autocontrôle plutôt, hein, je pense, parce que là, cette dame qu'on a vue avec la recherche de mots, au début, elle n'est pas employée par l'association, elle est employée par une autre association qui l'envoie donc faire les séances. Et donc au début, elle était accompagnée de deux personnes qui faisaient de la supervision. Et puis elles sont venues peut-être 2-3 séances et après elles sont parties. Et après, en fait, elle peut faire, enfin c'est pas qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais je veux dire, elle aurait la liberté de proposer d'autres choses. Mais en fait, elle reste très très proche des directives. J'avais une autre question, est-ce que vous avez pu observer aussi les séances où elles travaillent manuellement et est-ce qu'il y a des échanges quand même entre elles informels qui sont peut-être moins confrontants et moins cadrés mais qui du coup sont peut-être plus riches? Et est-ce que vous avez aussi pu faire des entretiens avec les participantes? J'ai enregistré les séances d'artisanat. Elle ne parle pas beaucoup. Enfin, il y a des moments où ça part, oui, ça part dans des blagues, etc. Malheureusement, comme c'est souvent des femmes de l'Est syrien, j'ai énormément de mal à comprendre leur arabe. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile. Et même, j'ai demandé à des collègues libanaises, elles ont du mal à transcrire. Donc là, c'est une limite. Voilà. Elle parle, à part ces moments, elle parle un peu, mais pas vraiment énormément. Et puis, la deuxième chose, est-ce que... Je me posais la
Non, j'ai pas fait d'entretien. J'ai fait des entretiens avec les participantes, avec une seule participante qui elle-même est devenue, dans un autre organisme, facilitatrice. Et donc, voilà, j'en ai fait qu'un. Donc, non, là, j'ai aucune donnée là-dessus. Et moi, j'ai une toute petite curiosité. Oui. Qu'en est-il des Kurdes syriennes? Elles sont là aussi, il y a des Kurdes. Enfin, Elles parlent une autre langue. oui, mais elles sont. Les Kurdes en Syrie, ils ont été arabisés. Hein. Ouais. Donc là, une des formatrices est kurde, et il y a des femmes kurdes. Donc entre elles, des fois, elles parlent en kurde, mais sinon, elles parlent tout arabe de toute façon. Donc. Le temps est passé, mais j'aimerais peut-être juste c'est une question, c'est plus une observation en fait de ta conférence. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu es parti de tes représentations du concept de participation, donc de connaissances, on va dire, de construit scientifique sur la participation. Et puis ensuite, quand tu es rentré sur les corpus, tu as continué à faire entendre ta voix, c'est-à-dire que tu as continué à parler de tes étonnements aussi, de tes attentes par rapport aux situations. Et ça, j'ai trouvé assez original comme posture d'analyse, parce que j'ai l'impression que tu t'es pas mis en retrait. C'est-à-dire que tu convoques aussi dans tes analyses certaines attentes ou certains étonnements qui sont liés à ta propre voix d'analyste. Et du coup, ma réflexion, c'était celle-ci, c'était est-ce qu'il peut en être autrement? Est-ce qu'on peut observer ou parler de la participation autrement qu'avec un point de vue assumé, c'est-à-dire soit le point de vue des cadres de référence théoriques qu'on convoque, soit son point de vue d'être soi-même un acteur social qui a certaines attentes sur quels devraient être les comportements des femmes dans ces situations. Je trouve intéressant aussi l'observation de Carole, je crois, qui dit, ok, peut-être que sur cette femme qui somnole, on peut appliquer peut-être une autre interprétation, qu'elle se repose plutôt qu'elle se désintéresse ou elle se désengage. Et du coup, ce que je trouve intéressant et ça ce serait un peu mon hypothèse, c'est que ce phénomène de la participation, on ne peut jamais l'observer de manière totalement objective. On ne peut jamais l'observer comme un phénomène en dehors d'un cadre qui va lui donner une interprétation, lui donner du sens, que ce soit le cadre des théories de référence ou que ce soit le cadre de tes propres valeurs d'analyste. Et du coup, je me demandais comment ce phénomène résonnait aussi avec une posture peut-être plus orthodoxe qu'on pourrait se donner en analyse des conversations sur le fait qu'on essaie de mettre à distance justement ces phénomènes interprétatifs ou ces phénomènes qui théorisent les processus qu'on observe. Et voilà. Donc ma question, si je la résume en une formule, ce serait est-ce qu'on peut observer la participation autrement qu'au prisme de certains cadres interprétatifs qu'on applique nécessairement quand on avance sur ce terrain-là? Ou est-ce que tu penses qu'on peut en faire un objet d'observation, on va dire, détaché, comme on pourrait travailler sur la séquentialité ou d'autres phénomènes d'interaction? Je sais pas, non. Je pense qu'on pourrait, non, mais je pense je veux dire, ça n'est pas. C'est possible de faire quelque chose où on est complètement détaché. Je veux dire, tu prends le modèle, par exemple les descriptions à la Goodwin, tu regardes dans les groupes. Moi, je l'ai fait, par exemple, sur les récits d'avant, quand quelquefois elles se mettent à raconter en Syrie, on avait une belle maison, Bon, alors là, sur comment elles construisent le cadre participatif, elles s'adressent, elles prennent les autres à témoin, il y a des échos, enfin il y a tout un... On peut faire une espèce de description comme ça, donc je dis pas que... Enfin moi je dirais pas qu'on ne peut pas. Mais après, est-ce qu'on veut... Mais c'est pas ce que tu as fait toi, ça. Ah ben non, mais parce que après, c'est est-ce qu'on veut le faire, quoi. Et moi, en plus, comme maintenant, je suis, comme tu as dit, directrice de recherche, je suis directrice de recherche émérite, ce qui veut dire que je suis à la retraite. Du coup, je me dis, je fais comme je veux. Okay, donc, c'est ça que je voulais te faire dire, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre un peu d'un affranchissement par rapport à une pratique analytique plus classique, on va dire. Ben oui, parce que sur des données comme ça, après, ça dépend des données qu'on a, mais sur des données comme ça, je trouverais presque inconvenant d'être bien à distance et de faire une description qui peut être très intéressante théoriquement, hein, c'est pas le problème, mais parce que voilà, les gens, ils sont pris dans des choses
tellement forte et compliquée.